Dafa Alpha Jojaranoma Ibrahima Dafumena Jaranoma Emayate Konakri Tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Gento e gento mi wajotoma Gento e gento mi wajotoma Chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir de passage à Périgueux Frédéric Lemarcy, professeur à l'École normale supérieure de Lyon et directeur de recherche à l'Institut de recherche du développement. Frédéric Lemarcy est un anthropologue de la santé et il va nous parler de son travail, de ses recherches et peut-être surtout de l'Afrique. Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de parler un peu à nos auditeurs pendant votre court séjour parmi nous. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est votre travail et ce qu'est votre travail au sein de l'Institut de recherche du développement et puis aussi de l'École normale supérieure de Lyon? Merci, je suis ravi de partager avec vous ma petite expérience. Je suis anthropologue. L'objectif de l'anthropologue, c'est d'étudier la société, de comprendre ce qui fait que les gens vivent ensemble, comment les gens s'organisent ensemble, comment ils font du sens de leurs activités. Et ma spécialité, c'est la question de la santé. Et en fait, à travers la santé, c'est un prétexte, une entrée, une fenêtre pour interroger les phénomènes sociaux plus globaux. Et actuellement, je suis engagé dans un travail de réflexion sur la question des épidémies, de l'histoire et de l'expérience des épidémies en Guinée, et en parallèle autour de la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la preparedness, ou préparation en français, qui sont tout cet ensemble de politiques qui visent à préparer les États et les populations à l'éventualité d'une survenue épidémique. Votre expérience de l'Afrique est ancienne, elle est vaste. Vous avez travaillé en Guinée, vous avez travaillé au Mali, vous avez travaillé en Afrique du Sud, et puis peut-être dans d'autres pays que j'oublie, mais au Burkina Faso en particulier aussi. Quel est votre diagnostic actuel sur la situation des systèmes de santé dans ces pays? Est-ce qu'ils sont prêts à répondre aux menaces dont vous parliez tout à l'heure? Alors, comme observateur et comme compagnon des nombreux pays africains dans lesquels j'ai travaillé, je n'ai pas envie d'alimenter un discours alarmiste et défaitiste sur l'Afrique. Néanmoins, on est obligé de reconnaître que l'état des systèmes de santé, en Afrique de l'Ouest en tout cas, ne leur permet pas de répondre de façon adéquate aux risques épidémiques. Cette situation, elle n'est pas inhérente aux systèmes de santé eux-mêmes, elle est le produit d'une longue durée, d'une histoire dont on peut retenir un moment extrêmement important que sont les politiques d'ajustement structurel qui ont eu lieu dans les années, à la fin des années 80-90, et par lesquelles, dans un même mouvement, des institutions comme la Banque mondiale, tout en reconnaissant l'importance de la santé et de l'éducation comme les deux domaines sur lesquels il fallait s'appuyer pour construire le développement des États africains, demandaient à ces mêmes États de réduire leurs dépenses pour alimenter le service de la dette, pour rembourser les dettes des pays africains. Et donc, pour ce remboursement, ils ont demandé aux États africains de réduire de façon extrêmement importante le nombre d'employés, de fonctionnaires des États. Et les deux secteurs qui ont le plus souffert des politiques d'ajustement structurel, ce sont justement l'éducation et la santé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les systèmes de santé fonctionnent avec, pour vous donner un exemple qui est l'exemple de la Guinée où je travaille actuellement, on estime que le nombre de stagiaires, c'est-à-dire de personnes non titulaires, mais qui travaillent dans le système de santé, sans avoir de rémunération officielle, à 50%. Vous pouvez rencontrer des personnes qui, depuis 15 ans, 10 ans, 20 ans, sont en situation de stage, donc non reconnues officiellement par le système de santé, et rémunérées sur la bête, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés sur la base de l'argent qu'ils peuvent générer
en soignant les gens dans le système de santé. En demandant directement aux patients dont ils s'occupent de les payer? Oui, ça se traduit d'une façon simple. Une personne qui vient à l'hôpital pour être soignée va devoir payer soit la consultation, soit les médicaments, soit les intrants, les gants, les produits d'hygiène. Et c'est cet argent-là qui va permettre en fait de rémunérer toutes ces personnes qui sont en situation de stage. Dans un premier temps, la question de la confiance et du rapport de confiance entre le soignant et le soigné est mise à mal. Et un autre problème, c'est celui de la pérennité des formations produites dans le système de santé, puisque ces personnes qui sont en situation de stage échappent à toute politique de formation, d'amélioration de compétences. Or, ce sont eux qui sont le cœur vibrant du système de santé. Pardonnez-moi de revenir un peu en arrière, mais est-ce que vous pouvez rappeler rapidement à nos auditeurs ce qu'est l'Institut de recherche du développement et accessoirement ce qu'est l'École normale supérieure de Lyon où vous êtes professeur titulaire? Et ensuite, je vous demanderai peut-être de parler, suivant les pays où vous avez travaillé, et effectué vos recherches, des situations particulières de ces différents pays. Alors l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, a pour vocation aujourd'hui à accompagner les pays en développement d'un point de vue scientifique et technique pour favoriser un développement durable dans le monde, dans des domaines aussi variés que la question de la santé, l'agriculture, la biodiversité, la gestion des fonds marins. Quant à l'ENS, c'est l'École normale supérieure. Vous en avez plusieurs en France, la première à Paris. Et l'ENS de Lyon est en fait le résultat du déplacement de l'ENS de Saint-Cloud, qui est venu s'installer ensuite à Lyon. Initialement, l'ENS est une institution qui a été créée par Napoléon pour former des super enseignants, pour former des bons citoyens français. Depuis, l'ENS est devenue finalement une grande école formant majoritairement des grands fonctionnaires et également pour en grande partie des chercheurs ou des enseignants-chercheurs qui ont vocation donc à rejoindre les rangs du CNRS ou de l'université. En ayant un pied dans chacune de ces institutions remarquables, vous avez travaillé donc dans de multiples pays africains. Qu'est-ce qui différencie les recherches que vous avez effectuées, par exemple, en Afrique du Sud ou au Mali, de celles que vous effectuez actuellement en Guinée? Alors, peut-être plutôt que d'insister sur les différences, j'aimerais peut-être plutôt souligner la continuité de ces différents travaux. Alors, évidemment, le Mali, pays dans lequel j'ai d'abord travaillé, je m'y suis intéressé à une époque où j'étais également étudiant au Langso, à l'INALCO, et j'apprenais le Peul, et j'avais le sentiment, peut-être à l'époque, que en apprenant la langue, ce que j'ai fait, en apprenant à l'époque le Fulfulde et le Pullar pour la Guinée, j'allais arriver à être au plus près des populations et que je pourrais remplir un des rôles qu'on peut attribuer aux sciences sociales ou à l'anthropologie, c'est-à-dire non seulement d'éliciter, de rendre compréhensibles les logiques sociales et les pratiques des acteurs, mais aussi de porter une voix, peut-être la voix de personnes qu'on n'entend pas. Et pour ce faire, il convenait, comme anthropologue, d'être au plus proche des gens, donc d'apprendre la langue. C'est ce que j'ai fait au Mali, en travaillant donc dans le nord du Mali, en milieu Peul. À l'issue de mon travail au Mali, je me suis retrouvé embarqué dans un programme de recherche à Soweto pendant 3 ans, où là, pour le coup, les efforts que j'avais réalisés dans le cadre de la préparation de ma thèse pour apprendre le Peul, pour habiter en brousse, au village, au plus près des gens, étaient mis à mal par l'expérience de l'Afrique du Sud, où, quand bien même, en tant que Français, je ne participais pas de l'histoire de l'Afrique du Sud, je faisais l'expérience que mon identité de blanc m'interdisait limiter ma capacité de dénoncer et de parler dans un contexte où, post-apartheid, où la place des Blancs en Afrique du Sud était totalement questionnée. Et cette remise en cause, ou plutôt cette reconnaissance du fait que j'étais blanc, et qu'en tant que blanc, je participais d'une histoire qui était plus grande que moi, et que quand bien même j'apprenais une langue, je ne pouvais pas dépasser, m'a conduit à sans doute développer une approche peut-être plus humble et plus consciente
de la place problématique qu'on pouvait avoir comme anthropologue dans des pays comme l'Afrique et comme les pays africains dans lesquels j'ai travaillé. Et de fait, en travaillant comme aujourd'hui je le fais en Guinée, la manière dont je parle de la Guinée, dont j'essaie de comprendre les enjeux qui traversent la société guinéenne, est nourrie de cette expérience d'à la fois de la nécessité de s'approcher au plus près des gens, mais également d'avoir conscience que malgré tout, il y a une histoire qui nous dépasse et à laquelle on doit prêter attention, c'est-à-dire le rapport inégal et de longue durée qui construit les interactions entre les Blancs et les Noirs en Afrique. Alors là, vous venez de nous parler des rapports de l'anthropologue à son terrain, mais est-ce que vous pouvez concrètement nous dire sur quel sujet vous avez travaillé, aussi bien au Mali, qui a été votre terrain de thèse? Au passage, vous pourrez nous dire un petit peu sur quoi portait exactement votre thèse, et puis ce que vous avez pu faire dans les autres pays où vous travaillez, que ce soit effectivement Soweto, en remettant un petit peu Soweto dans le contexte sud-africain, et puis la Guinée, où vous êtes intervenu quand même dans des situations d'épidémie importantes. Alors, le fil conducteur de l'ensemble des travaux que j'ai menés en Afrique, c'est la question de la santé. Donc, la question de la production des savoirs, comment les individus appréhendent l'infortune, le désordre physique ou spirituel, comment ils produisent du sens dans ce contexte-là et comment pratiquement ils gèrent les désordres sanitaires et sociaux qui accompagnent les désordres sanitaires. Donc au Mali, je me suis intéressé dans ma thèse s'intitulait « Des mots ordinaires, une anthropologie de la santé au quotidien » dans le Massina. L'enjeu de cette thèse était de comprendre en quoi l'inscription des individus dans des statuts sociaux, la société Peul dans laquelle j'ai travaillé est une société hiérarchisée avec des nobles, des artisans castés, des descendants d'esclaves, mais aussi avec évidemment des statuts sociaux qui sont associés à l'âge, au rang d'aînesse ou de cadet et également au sexe. Ces inscriptions dans ces statuts sociaux multiples déterminent non seulement ce que l'on peut connaître, mais aussi ce que l'on peut mettre en œuvre comme type de savoir. Et donc je me suis intéressé à la fois à la façon dont circulaient les savoirs dans la société et également à la façon dont ces mêmes statuts sociaux déterminaient la capacité des acteurs de prendre un rôle important dans la gestion communautaire de la santé. C'est ce que j'ai fait au Mali. Et puis, à l'issue de ma thèse, j'ai été invité à rejoindre un programme de recherche en Afrique du Sud, où là, il s'agissait dans un contexte totalement différent, puisque je passais d'un milieu rural, on pourrait dire un terrain anthropologique classique et quasiment enchanté, puisque j'étais dans une zone qui aujourd'hui, malheureusement, est inaccessible, puisqu'elle est soumise aux actions des djihadistes, mais c'était une zone comprise entre le Mopti et Tombouctou, dans le delta intérieur du Niger. Après ce terrain, je me suis retrouvé à Soweto, 1 million d'habitants, township construit pendant l'apartheid pour y abriter la population noire à laquelle on interdisait l'accès aux villes blanches, et une zone dans laquelle, alors qu'avant on parlait Peul sur mon terrain, sur ce terrain-là on parlait 11 langues, dont le zoulou, le sesotho, l'espéli, l'anglais, l'afrikaans. Et donc la possibilité même d'embrasser l'ensemble de ces langues et d'interagir avec les gens était inatteignable. Du coup, cela m'a invité à poser la question de comment reconnaître l'autre sans passer par sa langue nécessairement. Et du coup, ça m'a amené à réfléchir plus sur la question de la parole plus que de la langue et à aller peut-être au plus près de l'essence même des individus auprès desquels je travaillais. Et on était à cette époque en 2001, donc on sortait de l'apartheid et l'Afrique du Sud faisait l'expérience terrible de l'épidémie de sida où on le reconnaissait l'ampleur de l'épidémie de sida. À l'époque, on considérait qu'une personne sur 5 était séropositive. Et alors que le gouvernement sud-africain ne fournissait pas de médicaments pour prendre en charge le VIH. Du coup, je me suis intéressé finalement à ce que voulait dire vivre et mourir avec le sida dans l'Afrique du Sud post-apartheid et quelles étaient les capacités des acteurs à développer
une manière de mourir dignement et en étant reconnus comme dans leur globalité. Les personnes à qui vous aviez affaire dans vos enquêtes parlaient anglais. Pas forcément. Certaines ne parlaient pas anglais, mais parlaient isiZulu ou Sepedi ou bien Sesotho. Et à ce moment-là, je travaillais avec elles avec l'aide d'un interprète. RLP, toujours un peu plus loin. Les autres terrains, et en particulier la Guinée, où vous avez affronté, vous avez vu directement les ravages d'Ebola. Oui, alors à l'issue de l'Afrique du Sud, j'ai été recruté d'abord à Bordeaux comme maître de conf, puis à Lyon, et j'ai continué à travailler sur deux terrains, en fait, trois terrains qui sont en fait liés, vous allez comprendre. Ces trois terrains, c'était à la fois la production des connaissances dans le cadre des essais cliniques. Deuxièmement, le deuxième terrain, c'était la prison. Et le troisième terrain, c'est effectivement l'épidémie d'Ebola qui m'a amené à retourner en Guinée, pays dans lequel j'avais fait ma première expérience comme jeune. J'avais 18 ans quand pour la première fois j'allais en Afrique et je suis retrouvé en Guinée-Conakry, d'où mon attachement particulier pour ce pays. Donc la question des essais cliniques, je l'ai travaillé beaucoup en Côte d'Ivoire, un petit peu au Burkina Faso, où l'enjeu c'était dans la poursuite de cette réflexion sur la production des connaissances, de comprendre finalement comment on produisait une vérité et quelle vérité, avec quels enjeux éthiques et politiques dans le cadre des essais cliniques menés sur le VIH. C'est la suite logique des travaux que j'ai menés en Afrique du Sud, où notamment j'étais amené à de nombreuses reprises à permettre à mes informateurs, aux personnes avec qui je travaillais à Soweto, d'être pris en charge pour le VIH. Je vous rappelle, il n'y avait pas de traitement. La seule façon d'être pris en charge, à l'époque, c'était d'entrer dans un essai clinique. Et donc, j'ai été un intermédiaire pour permettre à des personnes, notamment, d'accéder aux soins palliatifs quand ils étaient en fin de vie, d'entrer dans des essais cliniques qui leur permettaient d'être pris en charge. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert la question des essais cliniques, que j'ai étudié en Côte d'Ivoire. Parallèlement, la question du VIH m'a conduit à entrer en prison pour étudier la prise en charge du VIH dans les prisons. Et toujours en Côte d'Ivoire, j'ai ensuite développé plusieurs programmes, des recherches sur les prisons dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, avec Marie Morel, une collègue géographe, que je salue. Et suite à ça, l'épidémie d'Ebola apparaît en Guinée en 2014. Et je suis invité à participer à la mise en place d'un essai clinique comme anthropologue pour accompagner d'un point de vue d'analyse politique, historique et aussi éthique la mise en place d'un essai clinique en Guinée forestière. L'intérêt pour moi, il est triple. D'une part, on me fait signe parce que j'ai collaboré avec certains des cliniciens et virologues qui développent cet essai-là. J'avais collaboré avec eux en Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est une manière de poursuivre mes travaux sur la question des essais cliniques. Mais c'est avant tout une manière pour moi de rendre à la Guinée quelque chose, alors qu'au fond, c'est ce pays-là qui avait déterminé toute ma carrière et toute ma trajectoire d'anthropologue, de mes premiers apprentissages de la vie dans un village, l'apprentissage du Pullar, donc une version du Peul. Tout ça, c'est la Guinée qui me l'a offert. Et donc, j'avais là l'occasion, en revenant en Guinée, en m'impliquant dans cette essai clinique, tout en faisant un travail qui était proche de mes centres d'intérêt scientifique, une manière pour moi de rendre quelque chose à la Guinée. Et c'était d'autant plus intéressant que la manière de prendre en charge les patients a été par la mise en place de centres de traitement d'Ebola, qui d'un point de vue structurel faisait totalement écho à la logique de la prison. C'est-à-dire qu'en prison, on gère le risque en l'enfermant et un détenu qui est incarcéré s'abandonne au système de la prison de la même manière qu'un patient d'Ebola, quand il rentre dans un centre de traitement, il n'existe plus comme individu digne, social, comme un être social, il n'est plus réduit qu'à une enveloppe corporelle et à une biologie à préserver. Deux choses. D'abord, est-ce que les médecines traditionnelles ont une place dans vos recherches ? Et la deuxième question, le rapport entre le milieu carcéral et puis recherche sur la santé, est-ce que ça a débouché sur d'autres travaux de recherche et d'autres orientations, d'autres travail ? L'articulation entre prison et santé, elle se trouve, le point de jonction, c'est la question du risque.
Et au fond, l'enjeu, c'est d'essayer de réfléchir sur quelles sont les formes universelles de gestion du risque. Et au fond, la question du confinement, de l'isolement, de la quarantaine, c'est vraiment une forme anthropologique de gestion du risque. Si on regarde l'expérience du Covid récente, quand bien même on a développé de façon extrêmement rapide des vaccins, quand bien même on a développé des capacités diagnostiques qui permettent de faire des PCR, d'identifier le risque, au fond, la seule chose qui a réellement qui a eu un effet et qui a été mobilisé sur la planète entière avec un effet très puissant. En Guinée, par exemple, cette technologie dont je vais vous parler a conduit la population à parler de Covid comme étant l'épidémie tournevis, parce que c'est une épidémie dont on a moins senti les effets biologiques que les effets des politiques mises en œuvre pour lutter contre l'épidémie. Donc cette technologie, c'est l'enfermement. L'enfermement, la quarantaine, le confinement, enfermant les portes et en enfermant les malades, en gérant le risque par l'enfermement. Et si on regarde les politiques de gestion des illégalismes ou la petite délinquance de nos banlieues ou la gestion du risque épidémique, la seule réponse qui, de manière systématique, ressort depuis plusieurs siècles, c'est celle du confinement et de l'enfermement. Ce qui pose vraiment beaucoup de questions sur la capacité d'innovation de l'esprit humain. On a l'impression qu'on va vers un progrès infini en permanence, alors qu'on revient toujours aux mêmes réponses qui sont celles de l'exclusion, l'enfermement et l'écartement. En mettant de côté, si on peut le faire, tout ce qui contribue aux difficultés actuelles de l'Afrique, quel est votre diagnostic pour l'avenir de ces pays où on voit se développer tous les ans pratiquement de nouvelles épidémies et qui ensuite menacent une partie ou la totalité du globe? Est-ce que vous êtes foncièrement pessimiste? Est-ce que le travail que vous faites vous paraît préfigurer ce qui devrait être fait pour l'avenir? Alors, Durkheim disait la sociologie ne vaut pas une heure de peine si, in fine, elle n'a pas une utilité quelque part. Dans le cadre de mon travail que je mène en ce moment en Guinée, je prépare un ouvrage sur les expériences épidémiques pour montrer que, contrairement au discours classique sur les zoonoses, on n'est pas face à des virus qui viennent de sortir de la forêt et qu'un méchant chasseur, parce qu'il a mangé un agouti ou attrapé un singe, aurait fait échapper le virus de la forêt. On est face à des situations qui ont une longue durée, une histoire, qui s'explique notamment par les politiques d'extraction et d'exploitation des ressources sur le continent. Une histoire à travers laquelle les populations ont développé des savoir-faire. Ça ne veut pas dire qu'elles gèrent de manière optimale toutes les épidémies, mais qu'il y a des compétences et des savoirs incorporés. Et que l'une des difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, c'est de vouloir imposer aux pays africains des modalités de gestion épidémique sans prêter attention aux expériences même de ces pays-là et aux capacités des communautés, des acteurs locaux à répondre à l'épidémie. Donc mon travail vise à historiciser les expériences épidémiques et à essayer de rendre plus visibles les capacités des acteurs pour mieux collaborer avec elles. Appuyer quand on peut, redresser s'il y a des choses à redresser, en tout cas collaborer. La métaphore utilisée notamment par Macron au début du Covid, consistant à dire on fait la guerre au virus, on ne fait jamais la guerre au virus. L'homme n'a jamais, au grand jamais, vaincu un virus, sauf peut-être la variole. Et encore, on voit aujourd'hui des questions de la variole. En fait, on doit apprendre à vivre avec les virus. Et apprendre à négocier avec les virus, c'est quelque chose que les gens font de manière ordinaire. Donc on doit s'appuyer là-dessus pour mieux gérer les épidémies. Après, plus globalement, ça pose une question un peu différente. Ça veut dire, si on doit écouter les populations, on doit aussi entendre les expertises locales et les populations et la manière dont chaque pays, en fonction de ses réalités, de ses enjeux, identifie un problème, un risque et produit une politique pour gérer le risque. Aujourd'hui, on est encore très largement dans le cadre d'un rapport univoque où des experts, le plus souvent du Nord, d'institutions supposées internationales, mais
qui, de par leur financement, sont inféodés à des intérêts plutôt du Nord, je pense par exemple à l'OMS, impose un agenda, détermine un agenda de santé publique internationale. On parle aujourd'hui de santé globale, dont fait partie la preparedness, des politiques de préparation, qui répondent plus à la crainte de voir le virus arriver chez nous qu'au besoin de répondre aux nécessités de prise en charge des patients dans le système de santé local. La grande tension à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est cette tension entre, d'un côté, des politiques qui disent que pour gérer les risques épidémiques, on a besoin de plus de diagnostics, plus de capacités d'intervention rapide et de capacité d'information. Ça, c'est les politiques de preparedness, où on écrit des scénarios en partant du principe que des virus vont arriver et qu'on doit être prêt à répondre à ces virus-là en faisant du diagnostic, de la détection, de l'information et de l'intervention rapide. Ça, c'est la preparedness. L'autre, le pendant de cette politique, c'est de dire non, il ne faut pas simplement faire du diagnostic. Bien sûr, le diagnostic est utile, mais on a besoin de renforcer le système de santé lui-même pour que le système soit capable, de manière ordinaire, dans ses actions générales, de gérer le risque épidémique de la même façon qu'il doit être capable de gérer un paludisme ou un accouchement dystocique ou n'importe quel problème de santé. Et c'est en renforçant le lien avec la population, en rendant crédible le système de santé aux yeux des populations, qu'on rendra le système de santé lui-même plus en mesure de gérer une éventuelle épidémie. Aujourd'hui, il ne se passe rien vous avez des localités dans lesquelles il y a très peu d'investissement. Tout d'un coup, il y a une épidémie et vous avez une armada d'acteurs, d'ONG qui interviennent pour prendre en charge une épidémie à un moment donné et qui repart ensuite. Comment les populations peuvent-elles comprendre ce type d'intervention, si ce n'est qu'en les comprenant comme une énième expérience d'extraction de la mise en place d'un agenda qui n'est pas le leur et qui leur est imposé. Parmi vos interlocuteurs africains, il y a quand même des gens qui sont prêts à entendre votre discours et qui seraient à mettre tout en œuvre avec les moyens dont ils disposent pour aller dans la direction que vous venez de définir. Est-ce que vous pouvez nous rassurer un peu, même brièvement ? En fait, on est vraiment aujourd'hui à la croisée des chemins. On a en Afrique des spécialistes, de très grands chercheurs, des gens extrêmement compétents, qui sont tout à fait en mesure de répondre aux grands enjeux que rencontrent les sociétés africaines. La difficulté, c'est quel est l'espace, quelle est la marge de manœuvre qui est laissée ouverte à ces acteurs-là. Si, dans la mesure où les activités de recherche et d'intervention et les politiques même de santé publique mises en place, pour la plupart, reposent encore sur des systèmes de financement qui viennent de l'extérieur, si vous acceptez l'argent de l'extérieur, vous acceptez l'agenda qui va avec. Le gros enjeu, c'est pour les États africains de prendre la main en décidant de financer de manière importante ce que peuvent les États africains en finançant, parce qu'à partir du moment où l'État finance, l'État décide ce qu'il veut, décidera sa stratégie. Donc je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité des acteurs africains d'agir, pour peu que les États décident une bonne fois de s'autonomiser et de décider de la mise à l'agenda de questions qui seraient propres aux enjeux des pays africains et financées par leur propre budget. C'est finalement un problème de gouvernance auquel on revient là. Oui, je pense qu'il y a certainement un problème de gouvernance locale, mais il y a aussi la nécessité pour les acteurs traditionnels qui accompagnent les pays africains d'accepter que ces pays décident de leur propre destinée, notamment décident de leur agenda de santé publique, par exemple. Frédéric, vous êtes en vacances, je crois. Je vous souhaite donc de bonnes vacances au nom des auditeurs de Radio Libre en Périgord, mais dites-moi, en dehors de vos recherches, est-ce que vous avez le temps d'avoir d'autres passions ? Vous avez 30 secondes pour me répondre. J'aime les cèpes. Pas de démagogie, s'il vous plaît. Je suis désolé d'avoir une passion unique. Je crois que mon travail me passionne beaucoup et occupe une grande partie de mon temps. J'aime aussi j'aime les objets et j'aime chiner. Au fond, je pense qu'à chaque fois que je reviens en France, là j'habite en Guinée depuis maintenant 3 ans, à force d'étudier l'histoire des autres, j'aime quand je reviens en France m'intéresser à ma propre histoire
et à l'histoire des objets qui nous entourent. Et donc j'aime beaucoup chiner aussi. Merci beaucoup, bonne chance, bonne continuation de votre travail. Merci Jean-François et merci à vos auditeurs, c'était un plaisir. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Si a fokiti pita no tanya de woyo jeje.